Voilà, donc bonjour à tous, donc, je suis Florence Dalchebuc et je vais vous parler donc, de cette chaire qui a un nom très long, Sciences des données, intelligence artificielle pour l'industrie et les services digitalisés. Et je vais vous raconter un petit peu cet instrument finalement qui s'est mis en place il y a presque 2 ans à Télécom Paris. Avant tout, je voudrais remercier Dataïa et Bertrand Thirion pour m'avoir invité, puisque aujourd'hui c'est la journée des chaires IA. Mais cette chaire, effectivement, a été lancée un petit peu avant et fonctionne selon un mécanisme différent. Mais merci donc de m'avoir invité. Donc, cette chaire est fondée sur l'apport de 5 partenaires industriels, Airbus, Engie, Idemia, Safran et Valeo. Et elle a été montée à l'aide de la fondation Mines Télécom. Alors, quel est son objectif ? L'objectif, en fait, c'est de supporter, de donner un support financier et construire des interactions et des collaborations pour mener des recherches fondamentales, également participer aux enseignements qui sont réalisés à l'école autour du machine learning et de l'intelligence artificielle. C'est une chaire qui va concerner un périmètre beaucoup plus large que les chaires qu'on a vues précédemment, puisqu'il y a une équipe quasiment de 20 professeurs qui va même un petit peu au-delà de notre équipe, qui est signal statistique et apprentissage au laboratoire LTCI à Télécom Paris, puisqu'elle elle inclut aussi des membres de l'équipe DIG, dont vous avez vu. Ah, c'est normal ça ? Pas vraiment. Alors, je veux bien un peu d'aide. Ok, bon, on va essayer comme ça. Voilà, donc c'est un périmètre un petit peu plus large, et puis c'est un programme de 5 ans, enfin on espère tenir 5 ans, et ça a commencé donc début 2019. Donc là, je vous donne juste un petit aperçu en fait de la vingtaine de professeurs qui sont impliqués plus ou moins, hein. Il y en a essentiellement, disons peut-être une petite dizaine qui est vraiment impliquée très fortement, mais tous les membres ici qui sont cités participent de plus ou moins près à cette chaire. Alors, comment on a fixé ensemble avec les industriels un programme de recherche qui nous intéresse, nous, académiques, qui sommes plutôt intéressés par des recherches fondamentales, et puis qui intéresse aussi les industriels. Alors d'abord, on a commencé par discuter avec eux, et on a vu qu'il y avait, parmi les industriels qui étaient partants pour cette chaire, quelques grands principes qui les intéressaient. Dans leur activité, les données sont collectées tout au long de la vie d'un produit. Tous nos partenaires sont des constructeurs, éventuellement des distributeurs d'énergie, ou pour Idemia, un éditeur de logiciels dans la biométrie. Un produit, quand vous le fabriquez, de sa conception jusqu'à sa vie chez le client, en fait, il est associé à une sorte de carte d'identité avec des données qui s'accumulent. Donc ça, c'est les données dans le temps pour un produit. C'est la première chose qui les intéressait. La deuxième chose, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure Gaëlle, les données n'arrivent pas comme on les voit, nous, dans nos benchmarks sur lesquels on joue pendant nos conférences. Les données sont bruitées. Comme on l'a vu, les données ont des valeurs manquantes. Et les données, notamment, sont contaminées, notamment parce qu'elles sont captées par des capteurs qui vont parfois être défectueux parce qu'il va y avoir des événements surprenants qui vont arriver et donc on ne va pas du tout avoir notre hypothèse habituelle qu'on fait en apprentissage statistique, qui est l'hypothèse d'avoir des données identiquement, indépendamment distribuées. Donc ça va être un point intéressant. Troisième point, toutes ces industries sont en train de se redéfinir. Et bien sûr, ce qu'ils veulent, c'est inventer des nouveaux services qui concernent leurs produits, leurs utilisateurs, /clients, et qui concernent souvent non seulement leurs données, mais des données extérieures, des données exogènes. Par exemple, quand vous fabriquez des circuits imprimés dans une usine, vous êtes très intéressé par connaître les conditions météo, par exemple, tout simplement, parce que ça va aussi affecter votre production, mais ça va bien sûr bien au-delà. Quand on pense à des services, par exemple, pour un client, par exemple, un automobiliste. Et puis, il y a un quatrième point qui les intéressait, c'est l'usage du machine learning dans des environnements critiques, c'est-à-dire est-ce que je peux avoir une décision fiable, compter dessus, ou alors dois-je passer la main à l'humain et quand ? Donc, à partir de ces 4 idées, on a croisé avec nos compétences et on s'est dit que c'était une source, en fait, finalement, pour attaquer des problèmes difficiles en machine learning.
Donc on va, de notre côté, se focaliser sur des scénarios réalistes dans cette chaire, c'est-à-dire plutôt des données non idées, des données temporelles, des données qui peuvent contenir des valeurs extrêmes, des données contaminées, différents types de difficultés comme du bruit ou des valeurs manquantes. On va essayer aussi de revisiter des vieilles données avec des nouveaux angles, ou alors de prendre des choses qu'on connaissait assez bien en statistique, mais de les croiser avec le machine learning. Par exemple, faire de l'analyse de données fonctionnelles, c'est-à-dire voir en fait le comportement d'un capteur dans le temps comme une courbe qu'on va traiter en tant que telle. Utiliser des outils qu'on voit récemment ressurgir en machine learning comme des processus ponctuels qui sont finalement assez peu utilisés dans l'industrie dans le traitement de séries temporelles, ou même l'analyse de survie qui se revigore maintenant avec le machine learning. Et puis le troisième point, c'est effectivement, on ne prétend pas résoudre ce problème-là, mais attaquer aussi par certains aspects la robustesse, l'équité, la fiabilité, voire l'explicabilité de systèmes de machine learning. En tout cas, avoir ça en tête, c'est-à-dire aller au-delà de la classique définition du machine learning comme une recherche de capacité à bien prédire. Et puis, finalement, il y a une question qui est très difficile et qu'on a plutôt, disons, qu'on étale un peu dans le temps, dans les 5 ans de la chaire, mais qui est la pérennité en fait, de ces outils de machine learning. C'est un vrai problème en fait, actuellement dans l'industrie, c'est-à-dire est-ce que le réseau que j'ai entraîné il y a 3 ans, qui avait été défini par mon ingénieur qui est maintenant parti, est-ce que je peux continuer à l'utiliser ? Est-ce que mon réseau ou mon outil, mon modèle prédictif doit être capable de s'adapter tout seul ? Est-ce que je perds la connaissance métier ? Est-ce que je la garde ? Donc, tout ça, c'est vraiment des questions qui habitent en fait, un certain nombre d'industriels et qui nous interrogent aussi sur nos pratiques. C'est-à-dire on ne peut plus fermer les yeux et dire bon, moi je fais juste mon petit machine learning avec mes algorithmes sur mes données benchmark idéales. Là, je dirais on passe un peu à la phase sérieuse où nos algorithmes sont vraiment utilisés. Donc du coup, on a construit ensemble avec l'équipe 4 axes de recherche qui évidemment croisent nos compétences premières. Donc vous savez que à Télécom, une des compétences premières, c'est le traitement de signal, traitement de signal, audio et musique aussi, qui intéresse un petit peu moins ces industriels-là. Mais donc on a un premier axe qui est autour des séries temporelles, du traitement de signal et qui va un petit peu plus loin, disons de manière générale, les données qui arrivent en flow. Stéphane Clémençon et François Rouef sont les chercheurs qui animent cet axe. Un deuxième axe, c'est un petit peu plus large, c'est notre axe un peu big data, où on va mettre tout ce qui concerne l'exploitation des données large échelle, hétérogènes, partiellement étiquetées, qui est à peu près toujours le type de problème auquel se confrontent les industriels, c'est-à-dire non, je n'ai pas le joli dataset supervisé, j'ai des données qui sont partiellement étiquetées, voire j'ai certaines données qui sont faiblement étiquetées, c'est-à-dire que je ne connais pas exactement la classe, mais par exemple un sous-ensemble de classe. Donc je l'anime avec Pavlo Mozarowski, qui est un enseignant-chercheur à Télécom Paris. Et puis donc un troisième axe, qui est vraiment, je dirais, le cœur de la chaire. C'est là où on souhaite vraiment faire le plus de progrès. Et on met un petit peu, je dirais, beaucoup d'efforts là-dessus. C'est, disons, l'apprentissage statistique pour des prises de décision robustes et fiables. Et c'est animé par Anne Sabourin, qui est une spécialiste de la théorie des valeurs extrêmes, et François Portier, qui est un spécialiste des algorithmes de Monte-Carlo et de rééchantillonnage. Et puis on a un axe 4, qui est un axe 4 sur lequel l'équipe va grossir, c'est-à-dire pour l'instant, on va dire que c'est pas, on est relativement peu nombreux dans l'équipe à faire ça. C'est vraiment apprendre à travers les interactions avec l'environnement. Et donc il y a un aspect adaptatif ici. Et cet axe est pris en charge par Chloé Clavel et Giovanna Varni, qui sont à nouveau toutes les deux enseignantes chercheuses à Télécom Paris. Chloé sur les aspects justement émotion et chatbot qui, je pense, a beaucoup de connexions avec Laurence, et Giovanna qui est sur les interactions plutôt non verbales et toujours dans un cadre humain-robot, dans lequel là vous allez retrouver beaucoup de self-adaptation et beaucoup d'apprentissage par renforcement, en tout cas de plus en plus. Donc juste dans le premier axe, juste faire un focus. Je ne vais pas vous parler de traitement de signal classique, juste vous faire un petit focus sur les derniers résultats qu'on a eus sur l'analyse de données fonctionnelles. Comment faire de la détection d'anomalies dans un cadre non supervisé sur des données qu'on acquiert par exemple à travers le temps,
mais qu'on veut considérer comme des courbes. Donc chaque donnée est une courbe, évidemment partiellement observée, hein, éventuellement avec peu de points d'échantillonnage, mais vous avez envie de traiter ces données comme des courbes parce que la sémantique derrière, c'est que c'est le comportement, par exemple, d'un équipement. Donc vous pouvez, par exemple, étendre les isolation forests, qui sont des outils pour la détection d'anomalies. Vous pouvez transformer aussi le cadre de la régression pour faire de la régression à valeur fonctionnelle. C'est votre sortie elle-même est une fonction. Et puis, vous pouvez utiliser ces outils-là pour faire de la modélisation et de la prédiction de séries spatio-temporelles en voyant ça comme des séries temporelles de fonctions, par exemple de fonctions de l'espace. Donc ça, c'est le genre de choses auxquelles on s'intéresse et qui ont pas mal d'applications potentielles auprès de nos industriels. Dans l'axe 2, on a, c'est notre axe tutti frutti, il y a beaucoup de choses. Je vais juste peut-être citer les points forts de l'équipe. Donc autour de Stéphane Clémençon, il y a beaucoup de choses autour du ranking et du label ranking, notamment pour prédire en fait les préférences d'un utilisateur. On va pouvoir préférer au cadre de la classification multiclasse le cadre des préférences et du ranking. Donc qu'est-ce que c'est le ranking, hein? C'est une permutation d'objets. Vous allez simplement dire quels sont les objets que vous préférez, hein, sans forcément leur attribuer un score précis. On a aussi étendu le cadre des problématiques multitâches aux tâches, un nombre infini de tâches, toujours en utilisant cette astuce de régression fonctionnelle. Et puis, ce qu'on essaye de faire actuellement, c'est de la prédiction structurée, qui est une prédiction où vous avez en sortie un graphe, une séquence, un arbre, par exemple une molécule, ou par exemple un réseau, un petit réseau social. Et dans ce cas-là, ce qu'on regarde en ce moment, c'est des architectures hybrides. On essaye de prendre le meilleur des deux mondes entre les réseaux de neurones et les méthodes à noyaux. Alors sur l'apprentissage robuste et fiable, avec la thèse de Robin Vogel et toujours les travaux de Stéphane Clémençon, il y a une stratégie intéressante de repondérer en fait les données en fonction des sous-populations qui sont peu représentées. Sur la robustesse, on l'aborde de manière différente par rapport à ce qui vous a été dit ce matin, donc par, j'ai oublié ton nom, excuse-moi, j'ai oublié ton premier, Jean-Christophe, pardon, excuse-moi. Jean-Christophe l'aborde via les constantes de Lipschitz. Nous, là, on parle de robustesse de l'algorithme d'apprentissage aux données d'apprentissage qui sont polluées par exemple, des mesures qui vont être fausses ou aberrantes. Et donc, on s'intéresse d'un point de vue statistique à faire finalement de l'estimation robuste, mais on le fait dans un cadre, soit dans le cadre des GAN, soit dans un cadre un peu plus général, c'est-à-dire en faisant deux hypothèses. Soit on fait l'hypothèse qu'on appelle heavy tail, c'est-à-dire des queues de distribution lourdes, ou alors on fait une autre hypothèse qui est que vous avez des données ID parfaites, et puis quelques données se rajoutent sur lesquelles vous ne faites aucune hypothèse et vous voulez quand même construire un modèle prédictif robuste. Donc là, il y a des travaux très intéressants, notamment autour d'Anne Sabourin avec Hamid Jalalzai récemment sur comment robustifier finalement un classifieur en tenant compte du fait que dans les données que vous avez, vous pouvez avoir des outliers et ça va valoir aussi pour le test. En fiabilité, ce qu'on fait, ce n'est pas associer un degré de confiance aux prédictions, par exemple, d'un réseau de neurones, c'est plutôt développer un cadre dans lequel vous avez deux modèles, un modèle de prédiction, puis un modèle qui va être capable de dire quand il faut s'abstenir. Et puis en interprétabilité, on travaille beaucoup avec David Bouni et on essaye de construire parallèlement à un réseau de neurones un modèle interprétable, fidèle, et qui est doté d'un certain nombre de propriétés qu'on impose par régularisation. On travaille dans ce cadre dans un groupe pluridisciplinaire qui s'appelle Operational AI Ethics et qui est animé justement par David Bouni et Winston Maxwell, qui est un juriste aussi à Télécom. Finalement, dans le quatrième axe, on fait un peu de self-adaptation, toujours dans la problématique humain-robot et comment s'adapter en fait à l'humain. Et puis, on s'intéresse aux bandits, soit avec les travaux de Mastan Achab sur les bandits profitables, soit avec les travaux d'Olivier Fercoq sur les bandits logistiques, qui sont des bandits contextuels.
Et puis, on commence à travailler sur une pratique qui intéresse énormément les industriels, c'est learning on a budget. Donc, j'ai un budget computationnel pour l'apprentissage, j'ai un budget de mémoire, j'ai presque, j'ai envie de dire, un budget aussi en temps expérimental. J'ai 3 mois pour faire le design d'un réseau de neurones et pour atteindre un certain nombre de performances. Comment je fais ? Bien sûr, on fait aussi beaucoup d'optimisation, notamment autour de 3 personnes que sont Pascal Bianchi, Robert Gower et Olivier Fercoq. Et on commence aussi, autour des travaux d'Umut Simsekli, à avoir des analyses des gradients stochastiques, des descentes de gradients stochastiques avec des outils un peu différents. Voilà juste 3 étudiants qui ont commencé donc, cette année dans la thèse, enfin il y a 1 an dans la chaire. Voici aussi des postdocs qui sont actuellement en place. Et je pense que j'ai peu de temps, hein. J'ai encore 5 minutes ou pas? Bon, ok. Bon, alors je vais peut-être juste passer un tout petit peu de temps. Donc Asma donc, travaille dans l'interaction robot-humain. Sanjil travaille dans l'apprentissage actif et learning on a budget. Et Benoît travaille sur une librairie pour la factorisation de tenseurs dans le cadre des réseaux de neurones. Alors on a un certain nombre de collaborations. Donc vous voyez là, j'ai nommé quelques collaborations et je ne sais pas, mais je ne vois pas Paris-Saclay, là, ça ne va pas. Donc c'est vraiment ouvert. En fait, quasiment toutes nos thèses sont en co-supervision. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire et on serait vraiment ravis, bien sûr, d'identifier sur un de ces sujets une collaboration, évidemment. Bien sûr, quelques collaborations internationales, j'en cite juste quelques-unes. Juste pour vous dire, les industriels, comment ils se retrouvent dans cette recherche fondamentale. Bon, d'abord, on la partage régulièrement avec eux. Ensuite, on organise des événements, disons, destination, disons, des académiques et des industriels. Donc, par exemple, le workshop international en Machine Learning and AI, qu'on a organisé ensemble avec Dataïa l'an prochain et qui a été retardé par le Covid, mais j'espère bien que ce sera à nouveau un événement sur le site. Donc ça, c'est un petit événement de 2 jours sur les problématiques qui sont un peu reliées à la chaire, hein, mais vous voyez qui sont assez générales, sur lesquelles on a un certain nombre d'orateurs invités, puis d'orateurs locaux. Hein, chaque année, on essaye de varier les sujets. Ensuite, par rapport à nos collaborateurs industriels, ce qu'on fait, c'est qu'on définit très régulièrement des petits workshops thématiques. On vient d'en faire un avec David Bouni il y a une semaine sur l'IA interprétable, dans laquelle, en fait, on fait des petits tutoriaux et on montre nos recherches en cours. Donc c'est vraiment assez intéressant parce que les industriels qu'on a face à nous sont non seulement des gens qui ont des vrais problèmes, il y a aussi toutes les équipes de R&D. Et donc, on a vraiment des discussions extrêmement intéressantes et on avance ensemble. Donc, voilà quelques thèmes de ces workshops. Alors, c'est une chaire aussi qui implique un petit peu les industriels dans la formation, d'une façon, en fait, essentiellement autour des données. C'est-à-dire que certains industriels sont prêts, en fait, à définir des challenges, des data challenges, hein, tels qu'on les connaît, par exemple, par Kaggle, et mettre à disposition en fait leurs données, une problématique, et puis s'associer à nous en fait pour guider les étudiants et puis finalement noter le challenge. Donc on a eu vraiment des choses assez intéressantes et ces challenges sont à la fois dans le cadre de nos masters spécialisés et puis dans le cadre de la formation des élèves ingénieurs, notamment de 2e année. Et puis, il y a quelque chose aussi d'intéressant qu'on fait. Je pense que beaucoup d'universités, beaucoup d'écoles font ça, mais c'est des projets longs de 6 mois pour des étudiants. Donc, c'est une équipe en fait, de 5 étudiants qui va résoudre un problème qui est posé par un industriel. Alors, attention, c'est ce qu'on promet à l'industriel, c'est on va revisiter l'état de l'art. Ces étudiants vont revisiter l'état de l'art, éventuellement l'améliorer un petit peu, mais vont prendre un problème de A à Z. Donc, exactement au moment, par exemple, le moment dont tu as parlé, Gaëlle, c'est-à-dire on a les données, elles ne sont pas en très bonne forme, jusqu'à j'ai un système qui fonctionne, avec peut-être ses limitations, mais qui fournit une solution. Donc là, il y a un certain nombre de sujets qui ont été choisis, l'apprentissage adversarial, la détection de défauts, la prédiction de vente avec un caractère spatio-temporel, l'auto-ML. Voilà un petit peu les thèmes.
Voilà, donc j'en ai fini. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez en fait aller visiter le site de la chaire. C'est transparent en PDF, donc sont bien sûr partagés. Je pense que ce qui est important en ce moment en intelligence artificielle, en particulier dans le milieu académique, c'est qu'on a des questions qui nous sont posées qui sont assez aiguës, c'est-à-dire que l'IA est quand même un petit peu un sommet, il ne faudrait pas que ça redescende, c'est-à-dire que l'usage de nos outils va peut-être poser un certain nombre de questions, notamment aux industriels, quand ils sont utilisés par exemple dans des applications critiques. Et si on ne bâtit pas en fait des solutions, disons, pertinentes, on va peut-être d'une part être assez déçu par ces outils et effectivement voir un peu l'intérêt pour ces outils chuter. Donc je pense que c'est assez important. C'est aussi important finalement que chacun adresse des aspects différents et qu'on puisse à certains moments en fait mettre ensemble tous ces outils. Moi, j'ai vu beaucoup de choses intéressantes dans cette journée. Je n'ai pas pu assister à tout, mais ce que j'ai vu, c'est que j'ai l'impression qu'on est très, très complémentaires et on est en train un petit peu de paver modestement un grand champ d'investigation. Donc, je pense que c'est assez intéressant. Je vous remercie pour votre attention. Oui. Oui, tout à fait. En fait, on essaye de fonctionner effectivement sur les deux tableaux, c'est-à-dire en fait prouver que les nouveaux estimateurs qu'on construit, par exemple pour ne pas le nommer, on a utilisé en fait l'estimateur median of means, donc médiane des moyennes, sur l'estimation de distance entre distributions, alors de distance de transport optimale. Donc en fait, tu as deux distributions que tu observes avec des échantillons finis, mais au lieu de supposer que tu as des échantillons idées, tu rajoutes en fait des données qui ne viennent d'on ne sait où et sur lesquelles tu n'as aucune hypothèse. Et là, tu peux prouver que ton estimateur est encore consistant, c'est-à-dire qu'en fait, si tu choisis bien, alors en l'occurrence dans Median of Means, hein, c'est le nombre de blocs en fait, la manière dont tu vas choisir tes données. Donc si tu fais des bonnes hypothèses, tu arrives avec suffisamment de données, quand même, tant vers l'infini, à avoir des estimateurs qui restent convergents. Donc c'est en fait vraiment convergence de l'estimateur. Et ah oui, pardon, oui, très bonne question. Oui, absolument. C'est-à-dire que tu te fixes l'objectif de découvrir la vraie distance entre ces distributions qui sont malheureusement observées, entachées de données. Voilà le type de résultats qu'on regarde. Et leur application ensuite, par exemple dans les GAN, ou par exemple dans le calcul de distance, dans la information retrieval, dans ce genre de problème. C'est vrai. Alors, d'une part, en fait, ce problème-là, on l'a identifié. On a bâti le projet sur 5 années, donc on va essayer de faire en sorte que l'équipe gagne en compétences sur ces sujets-là. Pour l'instant, ce sujet-là, on l'aborde de manière un petit peu indirecte, en commençant un projet plutôt d'apprendre un réseau de neurones. Donc, on n'est pas dans la réutilisabilité ou la pérennité des outils. On est plutôt dans je vais essayer d'apprendre un outil avec un budget. Donc, je vais faire de l'apprentissage actif avec un budget. Pourquoi je te parle de ça? Parce que si maintenant tu me donnes un modèle prédictif qui a déjà été estimé par d'autres, qui est là, qui est posé sur la table, effectivement, la question que je vais me poser, c'est un peu les questions qui sont liées au coût dont parlait David tout à l'heure, c'est combien de temps, combien d'autres données actuelles il me faudrait pour
finalement transférer la compétence de ce modèle à ce qui doit être fait aujourd'hui. Et ce qui est un peu gênant, tu vois, c'est qu'actuellement, on a une théorie très très belle sur le transfer learning, avec le domaine adaptation. Il y a des choses extrêmement intéressantes, mais à vrai dire, ces théories-là ne couvrent pas ce que je te dis, c'est-à-dire l'usage à long terme. Donc voilà, donc c'est des problèmes qu'on aborde, je dirais, à petits pas. Ces problèmes qui nous sont posés, effectivement. Alors, on l'aborde aussi peut-être d'une autre manière, en proposant une approche d'interprétabilité, c'est-à-dire de construire un modèle interprétable au sens de la décomposition dans un dictionnaire de fonctions, on va dire, de haut niveau. Donc, par exemple, sur une image, on va plutôt s'intéresser à des formes, on ne va pas rester sur les pixels. Et à ce moment-là, tu peux voir cette approche de construire un réseau interprétable de ton réseau existant comme une façon de, finalement, en tout cas, de faire le point sur ce que tu as comme, finalement, comme connaissance ou comme information dans un réseau existant, et ça peut te permettre de redémarrer vers autre chose. Mais je suis consciente que c'est regarder les choses par le petit bout de la lorgnette.